Eh bien, les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby Lassiné. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lassiné? Ce que je veux qu'on évite sur ce plateau, c'est le faire le procès d'une personne. Ah non, absolument pas. Monsieur Tiekoura, nous faisons pas. Je ne fais pas le procès de M. Diaby Lassiné. Il est le seul dont je me souvenais de l'identité. C'est ce qui a justifié que je... Vous insistez là-dessus? Non, monsieur. Après plus d'une décennie de pouvoir, le bilan d'Alassane Ouattara divise profondément la Côte d'Ivoire. D'un côté, le régime vante la stabilité économique et les grands chantiers. De l'autre, l'opposition dénonce la corruption, les détournements de fonds publics et l'enrichissement d'une élite proche du pouvoir. Dans un pays où les inégalités persistent, où la jeunesse peine à trouver sa place, et où les tensions politiques refont surface, une question se pose. Le bilan de Ouattara est-il réellement inattaquable? Quel bilan faites-vous du président Ouattara en matière de bonne gouvernance? Le président Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, tous les organes dont nous parlions aujourd'hui n'existaient pas ou pratiquement ne fonctionnaient pas. Donc on part d'une feuille blanche et on commence à bâtir une structure anti-corruption afin que les deniers publics qui sont générés par le développement de la Côte d'Ivoire soient mieux gérés et qu'il y ait moins de déperdition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des brebis galeuses qui s'amuseraient à jouer avec la loi ou bien avec la gestion en tant que bon père de famille. Donc il faut plutôt saluer les efforts du gouvernement, sa transparence, la mise en place de la Cour des comptes par exemple, qui chaque fois fait un rapport pour que toute la nation sache quels sont les ministères ou les administrations où il y a eu des fautes, où il y a eu des manquements ou des faiblesses. C'est déjà un grand pas. C'est parce que cela est su de tous qu'on peut commencer à critiquer. Si cela n'était pas dit, que c'était mis sous le teignoir ou bien sous le tapis, on n'en parlerait pas. Il faut plutôt féliciter le président de la République qui a donné une force nouvelle à l'inspection générale d'État, qui a créé une Cour des comptes, qui a créé une haute autorité pour la bonne gouvernance, qui enjoint tous les responsables politiques de déclarer à les prises de fonction leurs biens, de faire des mises à jour si possible, et à la fin de leur mandat, de déclarer aussi les biens qu'ils ont eus. Donc c'est déjà un grand pas. C'est parce que nous-mêmes en interne, on dénonce certains faits, qu'on les met sur la page publique, que d'autres personnes ou d'autres institutions peuvent aujourd'hui se mettre à nous critiquer. Pour le moment, je m'arrête là. Rassurez-vous, on a le temps, Maître Kakou. Merci. Alors, monsieur a parlé du bilan et nous a fait savoir comme ça que... Voilà, monsieur Tiekoura a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Puisque ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole. Je ne prétends pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes les personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait la déclaration de patrimoine, mais après, est-ce que on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc je ne peux pas vous dire, mais sinon si le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la Haute Autorité de la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Et nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de faire des affirmations qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier. Ici, moi je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence.
puisque un ministre qui est débarqué, eh ben, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc, cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Eh bien, les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby Lassiné. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lassiné, qui certes est présumé innocent? Vous pouvez me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talon d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. Avant que Sigata de parle, est-ce que vous avez eu en main un dossier qui est un dossier d'enquête qui formellement inculpe comment je sais pas comment vous dire ça, inculpe la personne qui aurait détourné les fonds dont vous parlez, qui aurait fait cette mauvaise gestion. Lequel des personnes? Par exemple, du Fer. Est-ce que vous avez un dossier, vous avez lu un rapport de la Cour des comptes, vous avez lu, bien évidemment, vous a transmis un dossier. Bien évidemment, non, on m'a pas transmis un dossier. Oui. Mais nous avons en fait effectivement. Vous ignorez le scandale du Fer? Non, je l'ignore pas du tout, mais ce que je veux qu'on ait vu sur ce plateau, c'est le procès d'une personne. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Monsieur Tiekoura, nous faisons pas. Je ne fais pas le procès de M. Diaby Lassiné. Il est le seul dont je me souvenais de l'identité. C'est ce qui a justifié que je... Vous insistez là-dessus. Non, monsieur Tiekoura. Et dit pourquoi il n'est pas allé en prison? Non, non, mais non. Donc il n'y a pas de culpabilité. Tiens un dossier. Nous parlons du fait que vous avez lu à travers les journaux. Et ensuite, vous portez une accusation contre cette personne. Alors, donc après, si on circonscrit le débat, M. Diaby Lassiné, ce sera compliqué. Non, mais vous avez parlé. Oui, on va pas le faire. Je pense que Maître a cité un peu des responsables d'institutions. J'ai cité plusieurs détournements. À mon retour, quand j'ai eu la parole, j'ai eu aussi à citer des responsables de sociétés qui ont été poursuivis. Alors pourquoi vous focalisez uniquement sur le Fer? D'accord. Je vais aussi appuyer parce que quand il disait qu'une chose est de mettre en place des organes, mais qu'en est-il pour le suivi? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Effectivement, si on se rappelle bien, il y a eu des sanctions. Puisque quand il y a eu des enquêtes par rapport à certaines directions au niveau de l'ARC-TCI par exemple, il y a le DG justement qui a été en prison. Il y a plusieurs DG qui ont été débarqués de leurs fonctions suite à des audits où on a constaté certaines malversations. Donc pour vous dire en fait que il n'y a pas d'impunité. Donc il y a déjà un élément qui existe, il y a des actions qui sont prises justement à l'effet de dissuader tous ceux qui voudront justement, et comme il a dit, on est quand même dans des organisations, dans tous les pays du monde, la corruption gangrène nos sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter ça? Il faut une volonté politique. Et déjà, la mise en place de ces organes et les sanctions derrière, pour moi, sont un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Clairement non. Donc, il y a une continuité dans les efforts. Mais pour le moment, pour vous, en matière de bonne gouvernance, le chef d'État a vraiment a évolué. On ne dit pas que c'est pas fait, mais on dit qu'il y a un chemin qui est parcouru et qu'il y a une marge de progression, donc qui certainement vont être correct. On va aller point par point, rassurez-vous dans le temps. Maître Jaïf, avant de donner la parole au reporter RAGP. On va aussi revenir sur cette histoire de bonne gouvernance. Effectivement, pour moi, les institutions dont le RADP se gargarise là, moi je pense qu'elles ont été mises en place en fait pour, à la sortie de la crise, il fallait rassurer les bailleurs internationaux. Et donc, pour moi, ce sont des institutions vitrines. Et Maître l'a si bien dit tout à l'heure, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, dans les faits, il n'y a pas de sanctions derrière. Oui, on voit qu'il y a certains ministres, il y a certains qui ont été épinglés, ils ont été, comme Maître le disait tout à l'heure, on débat quelqu'un, on le nomme à un autre poste. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que en fait, ça permet, est-ce que ça dissuade les autres
de continuer dans cette action-là. Moi, j'ai dit non. Et donc, je pense qu'on doit tous s'accorder sur le fait que les sanctions n'y sont pas. Maintenant, s'il y a eu des sanctions, dites-nous là aujourd'hui, notamment, il y a eu l'histoire du fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a eu l'histoire avec la Cour des comptes, où la Cour des comptes avait, je crois, c'était l'histoire avec le SNEDAC, je crois. Ils avaient révélé quelques... Voilà. Et peu de temps après, on a vu qu'au sein du RHDP, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Et bon, après, on n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été... Voilà. En fait, on n'a pas de suite. On nous montre des histoires. Nous, on se dit que c'est un instrument peut-être politique pour essayer de faire taire certaines personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, Donc aujourd'hui, dire ici aujourd'hui que cette institution-là, et puis moi, ce langage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout n'est pas parfait. Non, je pense que c'est un foutou. On essaie de cacher beaucoup de lacunes à travers ce langage-là. Donc, il faudrait que vous dites là, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quelles sont les personnes épinglées? Quelles sont les personnes qui ont été sanctionnées? Mais quand je parle de sanctions, c'est la prison. Parce qu'on voit que des gens insultent le président de la République, ils sont mis en prison et effectivement, en moins de 48 heures, ils sont enfermés. Mais et ceux qui détournent? Je pense qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux qui insultent le président de la République. Merci, Jean-Yves.